Nous allons voir dans cette vidéo qui sont les poètes de la Pléiade et surtout, quel est leur projet. Les poètes de la Pléiade, dont les plus connus sont Ronsard et Du Bellay, prennent pleinement racine dans ce renouveau culturel qu'est la Renaissance. En effet, leur poésie, comme on va le voir, veut favoriser une renaissance de la langue française. Avant de s'appeler la Pléiade, ces jeunes hommes ont d'abord été des camarades. Tous ou presque étaient les élèves attentifs de Dorin, un fameux helléniste, c'est-à-dire un professeur de grec au collège du Coqueret. La lecture de Platon, le philosophe, de poètes tels que Pindare, la beauté des œuvres grecques les a non seulement passionnés, mais leur a donné aussi à réfléchir. D'où vient le prestige des maîtres antiques ? Notre littérature française pourrait-elle prétendre à un tel prestige ? Un autre modèle suscite leur admiration, l'Italie, qu'ils découvrent en y faisant leurs humanités. Du Bellay y a notamment fait un voyage grâce à son oncle qui lui a inspiré 2 recueils poétiques, Les Regrets et Les Antiquités de Rome. En effet, l'Italie a su garder le bel héritage romain, tant dans sa langue, où résonne encore avec une certaine pureté le latin, que dans ses monuments. Mais surtout, là-bas fleurit déjà, depuis le XIVe siècle, la Renaissance, grâce à des artistes tels que Botticelli, mais aussi des poètes tels que Dante, l'auteur de la Divine Comédie, et enfin, surtout, du poète Pétrarque, l'auteur du Canzoniere, un recueil de 366 poèmes, dont 317 sonnets. Inspirés par ces modèles antiques et italiens prestigieux, ces jeunes étudiants du nom de Pierre de Ronsard, Joachim du Bellay, Rémy Belleau, Jean-Antoine de Baïf, Pontus de Thiard, mais aussi Étienne Jodelle et Jacques Pelletier-Dumont, forment alors une brigade, c'est-à-dire un groupe de compagnons dont le but est de redorer le blason de la langue française. Plus tard, ils se feront surnommer les poètes de la Pléiade, en référence à des poètes grecs d'Alexandrie dont le nom faisait lui-même référence à une constellation. L'objectif est également politique. Pourquoi l'Italie aurait seule droit à un prestige national ? La France aussi pourrait être fière de sa langue, si seulement elle arrêtait de rédiger tous ses écrits en latin et dépoussiérait un peu son français. C'est l'idée que défend notamment Du Bellay dans son livre « Défense et illustration de la langue française », devenu le manifeste de la Pléiade. Défendre la langue française, c'est soutenir qu'on peut avoir une belle littérature en française. L'illustrer, c'est lui donner du lustre, c'est-à-dire la polir pour qu'elle brille. Comment illustrer la langue française ? Pour cela, il faut se débarrasser des vieilles formes poétiques dépassées. À la place, faire revivre des formes nobles où les Grecs excellaient, telles que les odes. Lis donc et relis premièrement, ô poète futur, feuillette de main nocturne et journelle les exemplaires grecs et latins. Puis me laisse toutes ces vieilles poésies françaises aux jeux floraux de Toulouse et aux puits de Rouen, comme rondeaux, ballades, virelais, chants royaux, chansons et autres telles épiceries qui corrompent le goût de notre langue et ne servent sinon à porter témoignage de notre ignorance. Là est le paradoxe, il faut imiter pour faire du nouveau, se débarrasser des dernières formes pour aller puiser dans l'Antiquité. Ainsi, les poètes ne devront pas hésiter à inventer des nouveaux mots tirés du latin ou du grec pour enrichir le vocabulaire français. Je veux bien avertir celui qui entreprendra un grand œuvre qu'il ne craigne point d'inventer, adopter et composer, à l'imitation des Grecs, quelques mots français, comme Cicéron se vante d'avoir fait en sa langue. Ne crains donc, poète futur, d'innover quelques termes en allant poète. Et le poète de développer ensuite les modalités selon lesquelles inventer des nouveaux mots. Comme une langue, ce ne sont pas que des mots, il leur faudra aussi imager leur poésie en puisant là dans la mythologie gréco-romaine. Entre autres choses, je t'avertis user souvent de la figure antonomasie, aussi fréquente aux anciens poètes comme peu hésitée voire inconnue des Français. La grâce d'elle est quand on désigne le nom de quelque chose par ce qui lui est propre, comme le père foudroyant,
pour Jupiter, le dieu de Fouanet pour Bacchus, la Vierge chasseresse pour Diane. Cette figure a beaucoup d'autres espèces que tu trouveras chez les rhétoriciens et a fort bonne grâce, principalement aux descriptions, comme « depuis ceux qui voient premier rougir l'aurore », jusque là où Thétis reçoit en ses ondes le fils d'Hypérion, pour « depuis l'Orient jusqu'à l'Occident ». Enfin, les antiques ne sont pas la seule matière que vont modeler ces jeunes poètes pour créer une poésie nouvelle. Il y a aussi les Italiens, à qui Du Bellay veut emprunter cette nouvelle forme, le sonnet. Sonne-moi ces beaux sonnets, non moins doctes que plaisante invention italienne, conforme de nom à l'ode et différente d'elle seulement pour ce que le sonnet a certains vers réglés et limités. Pour le sonnet donc, tu as Pétrarque et quelques modernes italiens. Se débarrasser des vieilles formes poétiques françaises au profit de genres antiques plus nobles, créer des mots nouveaux à partir des racines gréco-latines, imager la poésie par des références mythologiques, s'approprier la forme italienne du sonnet, voici des moyens par lesquels les jeunes poètes pourraient renouveler la poésie française. Or, c'est dans des recueils poétiques que ces poètes vont s'illustrer, suivant le modèle du poète italien Pétrarque, l'auteur du Canzoniere, un recueil composé majoritairement de sonnets, où le poète chante son amour pour sa dame, Laura. Le prénom n'est pas anodin. Le laurier, c'est la plante d'Apollon, celle dont se couronne le poète. Autrement dit, chanter l'or, c'est chanter la poésie. Et ce n'est pas autre chose que vont faire les poètes de la Pléiade, mettre la poésie sous la forme d'une dame. C'est ce que fait notamment Ronsard dans ses Amours, en 1552, ce qui mériterait d'être développé dans une autre vidéo. À bientôt!